Dans l'actualité des idées aujourd'hui, 39% des jeunes Français âgés de 18 à 25 ans déclarent avoir un lien familial avec une personne ayant été affectée par la guerre d'Algérie. De quoi et de qui sont-ils les héritiers? Quelle est leur connaissance de cette histoire, leur rapport à la mémoire, au passé, à leur famille et à la société française? Bonjour Paul-Max Morin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur France Culture. Vous êtes chercheur au CEVIPOF, enseignant à Sciences Po, auteur du livre Les jeunes et la guerre d'Algérie, publié aux presses universitaires de France. Travail issu de votre thèse qui explore ce que vous appelez cette part algérienne de la France. Vous vous êtes appuyé sur un important travail d'enquête sur 3000 jeunes Français de 18 à 25 ans donc, et sur une centaine d'entretiens réalisés avec des petits-enfants d'appelés, de pieds noirs, de juifs d'Algérie, de harkis, de militants du FLN et de militants de l'OAS. Des entretiens que l'on retrouve en partie dans votre podcast Sauce algérienne sur la plateforme Spotify, dont nous allons entendre des extraits au cours de l'émission. Paul-Max Morin, pourquoi était-ce important de donner la parole à tous ces jeunes, de les interroger, de les écouter ? Alors c'est important dans une triple dimension, puisque ces 60 ans sont un anniversaire un peu spécial, puisqu'ils correspondent à une rupture générationnelle. On voit la génération qui a vécu la guerre, qui a vécu les événements disparaître en partie, ou en tout cas qui s'approche de la fin de leur vie, et une nouvelle génération émerger, celle des petits-enfants, celle des jeunes d'aujourd'hui qui ont entre 20 et 30 ans, et qui, en émergeant dans leur famille, en émergeant dans leur société, dans la société française, vont exprimer des besoins spécifiques de redécouverte de cette histoire-là pour mieux se sentir ancrés en France. C'est un temps bien sûr aussi mémoriel important, puisque ces 60 ans ont permis à la société de se mettre en mouvement. Il y a eu beaucoup d'initiatives académiques, associatives, politiques autour de la guerre d'Algérie. Et donc les jeunes vont aussi hériter de ces outils-là, ce qui va leur permettre de prendre la parole dans plein d'espaces différents. Et puis c'est bien sûr aussi un temps politique, puisque on est dans une élection présidentielle qui correspond à cet anniversaire, et c'est un sujet qui est instrumentalisé. Et cela aussi affecte la manière dont les jeunes reçoivent ce sujet, parce qu'ils sont assez exaspérés par ces instrumentalisations. Alors nous allons entrer dans les récits plus intimes, mais avant ça, il y a la connaissance de cette histoire. Vous avez posé des questions à l'ensemble de votre échantillon, et ce que l'on peut dire déjà, c'est que le premier canal de transmission des récits sur la guerre d'Algérie, c'est bien l'école. Exactement, oui. Exactement. C'est pas parce que les jeunes, alors même si les jeunes qui ont des histoires familiales connaissent mieux cette histoire-là, dans les familles, on transmet surtout des récits intimes, très liés autour d'une atmosphère familiale, mais la forme et le contenu des récits transmis en famille peuvent varier, mais les connaissances elles-mêmes sont surtout transmises par l'école. Et comme tous ces jeunes sont des jeunes Français et Françaises, ils passent par le système scolaire. La guerre d'Algérie est enseignée depuis 1983 en France. L'enseignement s'est considérablement renforcé ces dernières années. Et donc, les jeunes ont suivi ce parcours-là et ils connaissent les principaux acteurs de la guerre d'Algérie, les principales dates, etc. Même si c'est beaucoup plus confus pour tout ce qui est avant la guerre d'Algérie, donc Voilà, c'est-à-dire on tout en le fera. système colonial. Alors, ils connaissent, ils l'ont appris à l'école, et pourtant, on entend encore souvent dire, et vous l'avez vous-même entendu aussi dans votre travail, on n'a jamais étudié ça à l'école. Vous parlez d'un déni d'enseignement qui pose question. Comment l'expliquer? Qu'autant de personnes aient l'impression d'en avoir jamais entendu parler à l'école. Alors ça, oui, ça m'a beaucoup étonné dans la recherche. C'est aussi parce que la guerre d'Algérie leur a été transmise ainsi, comme sensible et oubliée. On l'enseigne comme étant sensible et comme étant oublié, et donc du coup, les jeunes ont intégré cette sensibilité et la restituent en disant, en fait, c'est sensible, on n'en parle pas. Finalement, la guerre d'Algérie, on en parle tout le temps, mais pour dire qu'on n'en parle pas. C'est ça. Et tout le monde a l'air oublié de l'histoire, les harkis sont les oubliés de l'histoire, les pieds noirs les oubliés de l'histoire, les immigrés les oubliés de l'histoire, etc. Alors tous les ans, il y a des couvertures de tous les magazines sur ces différents groupes. Et donc à l'école, c'est pareil, on leur a transmis ainsi. Mais c'est aussi parce que l'institution elle-même, l'éducation nationale, a vraiment eu des difficultés à traiter ce sujet-là, puisque c'est considéré comme une question sensible. Socialement vive. Socialement Vous vive, écrivez, exactement. voilà. C'est leur terme. Donc
qui considèrent que ça peut amener à des conflits en classe, soit entre les élèves, soit avec les élèves. Et donc, ils prennent ce sujet avec précaution. Et parfois, en fait, c'est une sensibilité qui concerne principalement la génération précédente et pas celle des jeunes, puisque c'est vrai que pour la génération des parents, ça peut être encore une question sensible. Comme c'est sensible politiquement, ça peut se répercuter dans les classes. Et donc, il y a une sensibilité qui justifie des stratégies d'évitement. Donc il y a pas mal de profs, d'inspecteurs qui vont vouloir éviter le sujet, mais sans pour autant considérer vraiment ce que les jeunes ont à dire, en pensent finalement, et si vraiment c'est sensible pour eux. Et le meilleur moyen finalement de s'attaquer à cette sensibilité, c'est d'en parler, c'est de faire de l'histoire. Et ça, les jeunes en sont vraiment demandeurs. Demandeurs, c'est ce qu'on lit effectivement dans votre travail et nous allons en reparler. Alors vous, ce que vous interrogez, ce sont les traces dans la société et au cœur des familles. Pour les jeunes descendants de la guerre d'Algérie, écrivez-vous, la guerre d'Algérie n'est jamais que la guerre d'Algérie. Elle n'est pas une succession de dates et d'événements. Elle s'est glissée dans les plis de la vie, silence, récit obsessionnel, comportement inexpliqué, mélancolie perpétuelle, violence et conflits familiaux. Les descendants connaissent surtout cette histoire à travers ses conséquences intimes sur la famille. Dès que j'ai commencé à faire du théâtre, etc., j'ai découvert un poète qui s'appelle Kateb Yassine. Et c'est un prof, moi, qui m'a parlé de lui, qui m'a dit, écoute, il y a cet auteur-là. Je pense que tu vas aimer, parce qu'il voyait que j'étais un petit peu en recherche aussi, tu vois, par rapport à mes origines, que je parlais souvent de ce truc-là et tout. Dès que j'ai commencé à lire ses bouquins, je ne l'ai plus lâché. Et... Ça t'a aidé à comprendre quoi ? Comprendre que l'Algérie a été colonisée, tout simplement. Ça s'est fait progressivement, en fait, je pense. Le coup de la prof d'histoire en 5e qui te dit « Zerbib, c'est algérien, ça ?» Ok. Ouais, c'est effectivement. Ouais. Faudrait venir me voir à la fin du cours. Puis elle te raconte, elle dit mais du coup ta famille elle vient de Constantine. Ouais, mon père est né là-bas. Ouais. Plein de petites histoires comme ça. Petit à petit, tu dis ouais en fait, c'est pas anodin quoi. Nous c'était des petits mots. C'était pas des longues phrases en arabe, mais on captait quelques petits mots. De la part de mes grands-parents, du coup, Pieds Noirs, qui était beaucoup sur le mode de la blague. C'est assez méditerranéen. Moi, j'ai entendu de la musique, des sonorités arabo-andalouses. Et effectivement, on parlait d'Algérie sans en parler. Là, c'est peut-être un peu comme dans ta famille. Il y avait le côté, paradis perdu, quoi. Ceci près que nous, on n'en parlait pas. Et c'était pas du tout le paradis, quoi. C'était vraiment des choses qu'il fallait oublier complètement. Et... Voilà, on est arrivé en France. Maintenant, on vit en France. Et c'est comme ça, quoi. C'est un extrait de votre podcast Sauce algérienne, Paul-Max Morin, qui complète votre livre, Les jeunes et la guerre d'Algérie. Là, nous avons entendu un descendant de Harki, un descendant de Juifs d'Algérie et une descendante de Pieds Noirs. Je l'ai dit au début, vous avez aussi réalisé des entretiens avec des petits-enfants d'appelés, de militants du FLN et de militants de l'OAS. Et majoritairement, on va dire, ça n'est pas vrai surtout et pour tout le monde, mais majoritairement, lorsque dans l'enquête, vous demandez aux jeunes de se prononcer sur les différents acteurs de la guerre, vous ne voyez pas, chez les jeunes descendants concernés, s'opposer des représentations qui seraient systématiquement antagonistes. C'est-à-dire que la guerre des mémoires que l'on redoute tant, chez cette jeune génération, y compris ceux qui sont touchés dans leur famille, vous ne la voyez pas. Exactement, oui, ça a été une bonne surprise et c'est vraiment une idée reçue que j'ai voulu déconstruire. Il n'y a pas vraiment donc il n'y a pas de guerre des mémoires dans cette nouvelle génération et le cloisonnement de ces groupes mémoriels ne s'est pas prolongé dans les nouvelles générations. Aujourd'hui, les jeunes peuvent partager finalement une vision très consensuelle de ce passé-là, de ce qu'a été la colonisation, de la guerre d'Algérie et des différents acteurs qui sont passés par ces événements-là. Et donc aujourd'hui, descendants d'appelés, descendants de Pieds Noirs peuvent vraiment partager une vision commune de ce passé. Mais le clivage, il est surtout politique, il est plutôt politique. C'est-à-dire, si descendants d'Algériens et de Pieds Noirs peuvent s'entendre, par contre, les jeunes de gauche, de droite, d'extrême gauche ou d'extrême droite vont vraiment avoir des visions antagonistes de ce passé-là parce que notre rapport au passé algérien reste une source de clivage politique plus que mémoriel. Et c'est très vrai, donc, principalement pour ces jeunes. Alors, il y a tout de même des exceptions, évidemment. Vous parlez notamment des Harkis et de leur perception qui reste quand même
très négative vue des autres groupes, si on peut dire groupe. Oui, c'est vrai qu'il reste des tensions et les représentations négatives portent principalement sur 2 types de groupes, c'est-à-dire les groupes qui sont associés aux musulmans, donc musulmans, algériens, arabes et harkis. On voit que les tensions mémorielles, disons, ou en tout cas en termes de représentation, se fixent principalement sur ces catégories, parce que on va encore considérer que, par exemple, les harkis aient pu trahir l'Algérie. Donc on peut encore se faire insulter de traître aujourd'hui en France parce qu'on est descendant de harkis. Et bien sûr, les représentations négatives sur les musulmans, les arabes, les algériens viennent de cette histoire coloniale. Elles ne se sont pas évaporées en 1962, voire au contraire, elles ont encore plus circulé dans la société française avec l'arrivée de toutes ces personnes qui sont passées par la colonisation. Et elles continuent aujourd'hui à être agissantes. Donc finalement, mais les jeunes, du coup, vont être aussi porteurs de ces représentations négatives, mais non pas parce que c'est ce qu'on leur raconte dans leur famille, mais c'est parce ce qui circule encore dans l'ensemble de la société française. Dans le livre, vous rapportez le témoignage de Julie, qui a 34 ans, qui est descendante de harkis, qui vous dit « Je n'arrivais pas à concilier 2 choses, l'Algérie des souvenirs de mon père et celle apprise au lycée ». Et puis elle raconte qu'elle a eu un moment de rupture avec un camarade en cours qui, lui, avait les idées très claires, qui savait la chronologie, les noms. Et elle s'est dit finalement... Lui, il a lu des livres et s'est renseigné. Moi aussi, je peux le faire parce qu'après tout, comment mon père de 8 ans à l'époque aurait-il pu comprendre ? C'est ce que vous disiez aussi, Paul-Max Morin, cette génération des petits-enfants, ils ont plein de sources possibles et des livres, des documentaires, le travail des historiens, mais aussi beaucoup dans la culture populaire, vous en parlez. Oui, exactement. Et ces dernières années, ça s'est considérablement renforcé. La littérature, en 2017, il y a eu une rentrée littéraire avec plein de livres sur l'Algérie. Je crois que Alice Zeniter a vendu plus de 600 000 livres de son livre L'art de perdre, qui a eu énormément de succès, prix Goncourt des lycéens, donc ça parle aussi aux jeunes, ça veut dire quelque chose, oui. Dans le rap français, on parle beaucoup de cette histoire-là, dans le cinéma, il y a des grands films qui commencent à sortir sur la guerre d'Algérie, donc c'est autour d'eux. Ils vont trouver des mots, des images qui leur permettent de reconstruire des imaginaires qui étaient complètement en friche depuis des décennies. Cette génération des petits-enfants, donc, est celle pour laquelle s'informer est plus simple et poser des questions est possible. Vous le notez dans votre livre, comme d'autres chercheurs l'ont fait, Paul-Max Morin, il y a quelque chose qui change avec les petits-enfants. Mon grand-père, il voulait plus jamais en entendre parler. Il m'a dit plusieurs fois qu'il avait été foutu dehors de chez lui par les Arabes, quoi. Donc c'est ce qui a expliqué, en fait, plus tard, j'ai compris pourquoi il était profondément raciste. On s'est jeté pas mal de fois sur ce terme arabe, musulman, maghrébin. Parce que moi, les maghrébins, c'était mes potes, quoi. Et ils étaient musulmans, et c'était pas un problème. Enfin, on était ensemble dans la cour du collège. Donc je comprenais pas qu'il y ait des problèmes vraiment avec les maghrébins, quoi. Surtout qu'il avait vécu là-bas et tout. Donc c'est vrai que lui, il était particulièrement virulent par rapport à ça. Mon grand-père, c'était un mec ultra austère, hyper déprimé, et je pense qu'il a jamais digéré d'être déraciné au final. Je pense qu'il a été déprimé toute sa vie en France parce que lui, il voulait vivre en Algérie, quoi. Et il a pas vraiment eu le choix, quoi. Quand tu es obligé de te barrer de chez toi sans rien prendre le plus vite possible, ou t'as l'impression d'avoir été mis dehors par certaines personnes, je pense que c'est très 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 difficile d'avoir du recul et de réussir à pardonner ces gens-là, quoi. Donc ça laisse des stigmates, quoi. C'est un autre extrait de votre podcast Sauce algérienne, Paul-Max Morin. On entend Simon, petit-fils de juif de Constantine, qui, oui, pose des questions, y compris très simples. Il vous raconte aussi, à un moment, j'avais mes potes qui rentraient au bled et moi j'allais en Bourgogne. Quand j'ai demandé pourquoi nous on n'allait pas au bled, on m'a répondu parce qu'il n'y a pas de bled. Oui, exactement. Et c'est au moment où ils commencent à se construire, ces jeunes-là, à l'adolescence ou autour de la vingtaine, ils vont commencer à poser des questions pour essayer de comprendre pourquoi leur famille elle est comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que quand même, dans les familles, il y a tellement d'indices, de traces, on en parlait tout à l'heure, qui traînent, de la nourriture, le fait d'entendre des sonorités, par exemple la langue arabe, etc., qu'on se rend bien compte que on n'est pas des familles comme les autres. Alors à un moment, on va poser des questions.
Et c'est au cœur des tensions, il y a la question du racisme et de l'antisémitisme. Souvent, les jeunes vont faire un retour sur cette histoire-là, soit parce qu'ils sont victimes de racisme et d'antisémitisme. Dans ce cas-là, ils vont essayer de comprendre pourquoi les autres portent ce regard négatif sur eux, soit parce qu'ils en sont témoins dans leur famille ou autour d'eux, et du coup, ils vont, pareil, se demander mais d'où vient cette haine et donc, c'est ça qui va beaucoup les amener à se lancer dans des quêtes pour comprendre ce qui a amené à cette situation. Et ce qui est intéressant, c'est de voir malgré tout que les silences ne sont pas toujours placés au même moment des événements. Vous expliquez bien qu'il y a, pour ceux en tout cas qui étaient en Algérie avant la guerre, justement ce moment d'avant la guerre, qui est plus ou moins connu, raconté dans la famille, le moment de la guerre et le moment qui a suivi la guerre, qui a été celui de l'arrivée ou du retour en France. Oui, exactement. En fait, en fonction des... Forcément, ces groupes mémoriels n'ont pas eu le même vécu, parce qu'ils étaient enfermés dans des catégories coloniales différentes, ils ont été impactés différemment par l'histoire et par les événements historiques. Donc ça, bien sûr, ça se répercute dans ce qu'on raconte à la maison. On va pas... les contenus de mémoire familiale sont pas les mêmes et la forme que prennent les récits sont aussi différents. Mais ça ne veut pas dire qu'on charrie des rancœurs et qu'on va transmettre de la haine. Au contraire, dans les familles, on raconte des choses assez intimes et en fait... si certaines familles vont plus parler d'avant la colonisation, notamment dans les familles de Pieds-Noirs, les familles de harkis plutôt de la fin de la guerre, c'est-à-dire le départ et puis l'arrivée en France, dans les camps, dans les familles d'immigrés, on va beaucoup plus parler de l'intégration en France, plus que du combat pour l'indépendance. Donc il y a bien des différences. Mais il n'y a pas de transmission de rancœur ou de haine. Les familles, en fait, transmettent, même s'il y a beaucoup de silence, beaucoup de trous, elles transmettent l'essentiel. En fait, elles vont essayer de transmettre l'origine pour savoir d'où on vient. En tout cas, donner une petite idée de d'où on vient. Il y a toujours cet élément-là. Le chemin parcouru pour faire comprendre aux descendants qu'en fait, ça a été difficile. Mais aussi... il y a beaucoup de résilience, c'est-à-dire comment on a refait sa vie en France, comment aujourd'hui notre pays, leur pays, c'est la France, et comment on peut offrir aux descendants une possibilité de se projeter vers l'avenir. Ça, c'est très important. Et donc, dans ce format, dans ces discours autour de la résilience, bien sûr, l'oubli joue un rôle important parce qu'il y a plein de choses aussi qu'on ne raconte pas et c'est normal. Et on ne veut plus en entendre parler, comme disait Simon à propos de son grand-père. Alors, il faut revenir quand même sur ce moment d'avant la guerre. Vous en avez dit un mot tout à l'heure, Paul-Max Morin, parce que, voilà, on a parlé de ce que les jeunes de votre enquête savent de la guerre d'Algérie, de comment ils estiment bien la connaître ou non. Bon, vous posez aussi la question sur la colonisation de l'Algérie. Du moins, vous leur demandez de se prononcer sur son caractère positif ou négatif, et un quart ne répond pas. Et en fait, ce que vous expliquez, ce que vous en tirez comme enseignement, c'est que, en réalité, cette colonisation, elle est perçue uniquement à travers le prisme de la guerre, elle est absorbée par la guerre, elle n'est pas connue pour elle-même. Exactement, ouais. On a beaucoup parlé de la guerre d'Algérie, qui est en fait que la fin de l'histoire. On étudie beaucoup à l'école la guerre d'Algérie, mais tout ce qu'il y a avant, c'est-à-dire la colonisation, mais surtout le système colonial, c'est-à-dire comment il s'est mis en place, comment il a permis à la République française, au capitalisme français de se construire, et tout ce qu'il charrie encore, finalement, n'est pas forcément étudié, connu. La colonisation, ça reste pour les jeunes un désert cognitif. Et ce désert cognitif, il est lié au fait qu'on n'enseigne pas, mais il est aussi lié au désert politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, il n'y a pas eu de clarification sur notre rapport à la colonisation, comme il y a eu sur d'autres périodes du passé, notamment la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, les politiques débattent encore de savoir si la colonisation, c'était bien ou pas bien. Et ça paralyse le travail des historiens et des historiennes, ça paralyse les institutions aussi qui vont avoir peur de se positionner et d'enseigner cette période de manière normale finalement, de manière, en abordant simplement les faits. Alors qu'il y a là aussi une demande, on a l'impression en tout cas, à vous lire. Et d'ailleurs dans les extraits d'entretien que vous citez à ce moment-là, sur la connaissance ou la méconnaissance de la période coloniale, c'est presque touchant parce qu'en fait il y a une grande gêne et il y a même un peu de honte chez les personnes qui vous répondent, en fait j'en sais rien, je sais pas quelles images, j'en sais rien en fait. Exactement, et il ne faut pas sous-estimer cette honte qui crée un réel inconfort dans toute cette nouvelle génération parce que méconnaître son histoire, qu'elle soit familiale ou l'histoire collective,
collective, ça place les jeunes dans un grand inconfort qui les met mal à l'aise, et ils ont vraiment besoin de savoir ce qui s'est passé, de connaître les faits, et c'est en cela qu'ils ont plus une demande d'histoire que de mémoire. France Culture, La Grande Table, Chloé Cambrelin. Il est 13h17 et nous sommes en compagnie de Paul-Max Morin, chercheur au CEVIPOF, enseignant à Sciences Po, auteur du livre Les jeunes et la guerre d'Algérie, publié aux presses universitaires de France, et producteur du podcast Sauce algérienne sur la plateforme Spotify, et dont nous écoutons des extraits dans cette émission. Paul-Max Morin, vous l'avez dit tout à l'heure, pour certains de ses descendants, les questions posées deviennent une quête. Certains se lancent, dites-vous, pour mieux connaître leur histoire familiale et, par extension, cette histoire algérienne de la France. Oui, et même à la fin, c'est peut-être plus l'histoire algérienne de la France qui les intéresse, ou en tout cas qui répond à leurs questions. Parce que lorsqu'ils partent en quête, ils ne vont pas forcément réussir à percer les secrets de famille, parce que ça reste des secrets. Parfois, il n'y a pas de réponse. Parfois, les réponses ne sont pas forcément entendables. Mais en faisant ces quêtes-là, ils vont finalement apprendre de notre histoire collective, et là, ils vont trouver des réponses. Parce que forcément, quand ils vont comprendre ce que c'est un système colonial, ils vont comprendre comment on devient harki, comment on devient pied noir, qu'est-ce que c'est, pourquoi les appelés sont envoyés là-bas, pourquoi l'Algérie était française. Et c'est en cela qu'ils ont des réponses à leurs questions. Et des quêtes qui ne sont pas forcément une ligne droite, et qui peuvent aussi des fois provoquer des moments douloureux. Nous écoutons une jeune femme qui fait partie des personnes avec lesquelles vous vous êtes entretenue, descendante d'un militant du FLN. Elle raconte une expérience, un travail qu'elle avait réalisé lorsqu'elle était aux Beaux-Arts. Donc là, dans la vidéo, j'étais assise sur un drap, donc on a mis une lumière très basse. Donc j'étais assise, nue, avec mon seau de terre glaise à côté. Je commence en fait à m'enduire d'abord les pieds, les jambes, puis les mains de terre glaise, jusqu'à m'enduire le torse, la poitrine, jusqu'au visage où la caméra va faire un plan fixe. Et c'est à ce moment-là qu'on entend mon oncle parler. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, on était en pleine guerre, il a dû vivre ça. Moi, j'ai vu les jeunes filles de mon village s'enduire de merde pour qu'elles ne soient pas touchées. Elles se mettaient de la merde sur la figure et le corps. T'imagines faire ça? Et là, je me suis retrouvée confrontée à des profs qui me disent « Mais je pense qu'on peut supprimer le son de la fin. On peut supprimer la voix de ton oncle qui dit « Tu te rends compte? Les femmes se mettaient de la merde sur le corps pour pas qu'on les viole. » Ça dérangeait qu'on mette un mot sur le fait que les soldats français violaient des femmes algériennes. Et je me suis retrouvée là avec 5 profs qui me disaient « Non, 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 non. » Et j'ai tout de suite senti que, oui, ça les dérangeait d'entendre cette histoire. Et comme pour beaucoup encore en France, ça dérange d'assumer que la France a commis ces atrocités. Paul-Max Morin, alors pour le coup, cette jeune femme a poursuivi sa quête, elle en a fait quelque chose, elle a monté un collectif, elle passe par l'art, certains par d'autres voies, mais il faut dépasser des moments. Pour elle, ce moment, on comprend bien à quel point il a été presque traumatique, enfin en tout cas vraiment très douloureux. Et se lancer dans une quête, c'est aussi être capable de passer outre, de continuer à avancer justement. Oui, c'est ça. Et comme ça renvoie aussi au fait que souvent il mène ses quêtes seul. Parce que en fait, la société française, ou notamment les institutions, n'ont pas forcément développé des cadres qui puissent accueillir ces quêtes. Donc des fois, ça peut amener à des quêtes qui sont hasardeuses, peut-être où ils vont se perdre, pas vraiment comprendre où ils vont, parce qu'en cela, et c'est ce que je restitue dans leurs attentes, les jeunes d'aujourd'hui, ils ne sont pas forcément demandeurs des gestes mémoriels, ça ne les intéresse pas forcément, les histoires d'excuses, de pardon, etc. Mais par contre, vous mettez à la place aujourd'hui d'un jeune de 20 ans qui veut travailler sur son histoire familiale, sur la guerre d'Algérie, il va où ? Il n'y a pas de fondation, il n'y a pas de musée, il n'y a pas de chaire sur l'histoire coloniale, il n'y a pas de chaire sur l'histoire post-coloniale de la France. Alors le musée, bien sûr, là a été annoncé, c'est une bonne chose, mais il y a besoin d'institutions qui viennent encadrer, financer aussi ce genre de démarche, de travail, qui viennent aussi
poser des mots sur des faits, en disant, bah voilà, ça c'est les faits, et donc les faits sont pas discutables, c'est ce qui s'est passé, et ça aiderait beaucoup cette nouvelle génération à non seulement connaître, comprendre l'histoire, et à pouvoir entamer des démarches pour faire des podcasts, des films, des documentaires, des démarches artistiques, des romans, voilà, qu'ils puissent être soutenus institutionnellement et financièrement aussi, parce que ça coûte aussi de l'argent, bien sûr. Et justement, vous, c'est intéressant. Donc là, on entend les personnes avec lesquelles vous vous entretenez, on ne vous entend pas vous, mais il y a dans votre podcast, il y a un ton podcast, une écriture, etc., un langage assez familier, vous les tutoyez, etc. Et puis d'un autre côté, il y a ce livre qui fait 400 pages, qui est très documenté, qui est issu d'une thèse. C'est important justement pour vous aussi, comme chercheur et citoyen, d'aller des deux côtés, c'est-à-dire pour justement prendre en compte le fait que ces jeunes-là, ils liront pas forcément tous votre livre. En revanche, le podcast, il fait 40 minutes, c'est facile, entre guillemets. Oui, j'ai voulu... L'un des enjeux autour de cette histoire-là, c'est que, comme elle est difficile à comprendre, il faut savoir la vulgariser. Donc moi, mon premier travail, c'est d'abord un travail scientifique qui vient de ma thèse et donc du livre, donc une vraie enquête sociologique sur 3000 jeunes, vous l'avez dit, une centaine d'entretiens, donc il y a un gros travail de fond qui nourrit le podcast. Mais c'est vrai que... quand on travaille sur les jeunes, on se rend aussi compte qu'ils ne vont pas forcément tous lire le livre et donc comprendre ce que je raconte sur eux. Donc ça m'a paru utile et même nécessaire de faire Sauce algérienne. Alors, il y a plus de monde dans le livre que dans le podcast. On a entendu ou parlé de descendants de différents acteurs de cette guerre d'Algérie. Vous avez aussi rencontré des petits-enfants de militants de l'OAS. Et j'aimerais qu'on en parle également, Paul-Max Morin. Qu'est-ce que ça vous a appris ? Vous dites notamment que chez eux, les récits du grand-père dans la guerre sont plus fournis, du moins chez les descendants de militaires engagés à l'OAS. Oui, exactement, parce qu'en fait, c'est des familles des minoritaires dans l'histoire de France, et démographiquement, mais où il y a une très forte cohérence idéologique, des milieux sociaux très homogènes, et où en fait, du coup, la transmission des idées politiques et de l'histoire familiale est beaucoup plus structurée, se fait beaucoup plus, parce que le grand-père est valorisé, c'est aussi des familles qui ont en général beaucoup de moyens, donc il y a des maisons de famille, il y a beaucoup de documents, beaucoup d'archives, et donc tout ça est transmis aux petits-enfants. Donc là, c'est les familles finalement qui ont transmis le mieux l'histoire familiale et le mieux leurs idées politiques, très ancrées du coup encore dans une idéologie coloniale. Pour ceux qui ne sont pas dans une quête dont nous parlions tout à l'heure, il y a aussi ce qui ressort, en tout cas globalement, on l'a dit, c'est une envie de mieux connaître et de s'affranchir. Ça nous ramène aussi au début de la supposée sensibilité qui entoure la mémoire de cet événement. Il est temps en France non seulement de parler davantage de la guerre d'Algérie, mais surtout d'en parler mieux. C'est ce que vous dites et c'est ce qui ressort aussi de vos entretiens. C'est-à-dire que c'est une chose de parler d'un événement, c'est autre chose de comprendre véritablement de quoi on parle. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Oui, exactement. Il y a connaître et comprendre, c'est bien deux choses différentes parce que on peut... les jeunes en ont vraiment marre des instrumentalisations type les appels le spectre de la guerre civile ou tout ce que par exemple quelqu'un comme Éric Zemmour peut raconter sur le passé. Mais ils en ont aussi marre de toutes ces connaissances qui flottent autour d'eux et qu'ils n'arrivent pas à relier à leur histoire intime, à comprendre parce qu'on ne connaît pas forcément toute l'histoire. Mais c'est aussi une demande de circulation, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'ils ont aussi besoin de parler avec les anciennes générations, beaucoup plus qu'ils ne le font, de parler aux autres jeunes avec qui ont une histoire algérienne, parce qu'ils savent qu'en fait l'histoire de l'autre est complémentaire de la leur, elle va les aider à comprendre ce que eux ils ont vécu. C'est l'histoire chorale. Voilà, exactement, polyphonique. Donc ce dialogue entre les histoires est très important pour eux, et notamment aussi avec les jeunes de l'autre côté de la Méditerranée, les jeunes algériens. Il y a une vraie demande aussi de mieux connaître cette société, ces jeunes, parce qu'il y a
voilà, ça reste aujourd'hui un territoire et une culture méconnue. Pourtant, il y a un vrai désir de pouvoir dialoguer. Donc voilà, c'est pour ça que moi je milite beaucoup pour la création d'un office franco-algérien pour la jeunesse, pour que ça puisse... Ça, ce serait par exemple une forme d'institution qui viendrait encadrer des échanges de jeunes qui veulent travailler cette histoire comme autre chose aussi, parce que les jeunes ont aussi d'autres choses à se dire sur les questions de climat, de féminisme, etc. etc. Pour moi, ce qui est très important, oui, que une manière d'expliquer la colonisation, il faut l'expliquer de manière très concrète, tu vois. C'est-à-dire, dans les faits, la France, elle avait besoin de quoi? Pourquoi aller sur ce territoire, etc. De quelles ressources elle avait besoin? Des trucs très concrets. Mais ça te permet de comprendre, ok, c'est quoi la colonisation? En fait, c'est un pays qui avait besoin de cet endroit-là, parce qu'en termes de ressources, c'était en plein boom dans le monde entier. C'est des trucs bêtes, mais ça permet de comprendre et d'apaiser. Parce que tu peux un peu te projeter et presque pardonner, tu vois, inconsciemment, parce qu'il y a un contexte historique. Comment je me projette dans la France avec cette histoire algérienne? Avec une grande confiance en vrai, parce que là, je rencontre pas mal de jeunes de mon âge et tout, qui balancent des docus, des podcasts, des trucs, et qui vraiment s'approprient cette histoire, et de manière assez apaisée. En fait, ça se fait souvent par l'individualité, c'est-à-dire les histoires individuelles. Et moi, j'adore ça, les histoires individuelles, parce que pour moi, c'est que des petites histoires d'individus qu'on peut amener quelque chose d'universel. Et là, on est vraiment dans ce truc-là, je trouve, dans notre génération. Dernier extrait de votre podcast, Paul-Max Morin, pour illustrer quelque part votre conclusion. En fait, c'est exactement ce que vous dites et c'est exactement ce que vous écrivez à la fin du livre. La guerre des mémoires n'aura pas lieu dans la jeunesse française, ni la guerre civile qui verrait une nouvelle génération supposément traversée par les rancœurs du passé rejouer la guerre. Oui, exactement. Il y a chez Salim là une vraie demande de connaissance qui amène de l'apaisement et qui permet de dépasser l'histoire. Dépasser, c'est pas la mettre sous le tapis. C'est vraiment lire la page avant de la tourner parce que ils ont aussi d'autres défis et les défis sont nombreux devant eux. Et pour ça, il faut pas être lesté par l'histoire, notamment cette histoire-là qui charrie encore des tensions dans la société. Je l'ai dit, la question du racisme et de l'antisémitisme qui doit être considérée comme une conséquence de cette histoire-là. Et donc, la lutte contre ce phénomène peut être une forme de réparation. Et il y a aujourd'hui encore dans la société française une idéologie coloniale qui est encore active dans l'extrême droite et à droite et qu'il faut combattre, enfin qu'il faut déconstruire en tout cas. Et ça doit attirer l'attention des pouvoirs publics. Merci beaucoup, Paul-Max Morin. Les jeunes et la guerre d'Algérie est publié au PUF. Et je rappelle donc votre podcast, Sauce algérienne, sur la plateforme Spotify. Merci beaucoup d'être venu à la Grande Table. Et merci à l'équipe, Oriane Delacroix, Lucas Bretonnier, Henri Leblanc, Laura Dutèche-Pérez, Maï-Hélène Despio-Couré et Violaine Malsaf. À la réalisation, Thomas Beau, à la technique, Grégory Wallon et Jean-Guilain Meige. France Culture, l'esprit d'ouverture.